Il est 22 heures. Bienvenue dans votre journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à la une ce soir. Intempéries à Mouloud, le gouvernement déploie une réponse d'urgence après des dégâts importants enregistrés dans la région du Sud. Mobilité urbaine, les autorités présentent les grandes orientations du futur schéma directeur du réseau routier intégré de Djibouti. Kenya, plus de 100 000 enseignants vont être recrutés dans le cadre d'une vaste réforme du système éducatif. Et nous ouvrons ce journal avec les intempéries qui ont frappé la localité de Mouloud dans la région de Dikil. Face à cette situation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a instruit le gouvernement de mettre en place une réponse rapide afin d'évaluer les dégâts et de venir en aide aux populations touchées. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, et le ministre du Commerce et du Tourisme, Orbis Halaf Orbis, s'est rendue sur place. Objectif, constater l'ampleur des dommages et coordonner les premières mesures d'assistance. Accompagnée des autorités administratives locales et des services techniques, la mission a établi un premier bilan des conséquences des intempéries. Selon les premières évaluations, 164 habitations et 6 commerces ont été endommagés. Le bilan humain fait état d'un décès et de 12 blessés actuellement pris en charge dans les structures hospitalières de Dikil, Ali Sabihi et Djibouti-Ville. Sur le terrain, les membres du gouvernement ont rencontré les familles sinistrées et leur ont transmis le message de solidarité des autorités. Des aides d'urgence, notamment des produits de première nécessité, ont été distribués aux ménages les plus affectés. L'accès à l'eau potable constitue également une priorité. 3 camions-citernes mobilisés par les régions de Dikil et de Ali Sabihi, ainsi que par les forces armées djiboutiennes, assurent désormais l'approvisionnement des populations touchées. Cette première intervention sera suivie par une nouvelle phase d'évaluation afin d'identifier précisément les besoins et d'adapter l'aide aux populations sinistrées. Et à la suite des violentes intempéries qui ont frappé la sous-préfecture de Mouloud dans la région de Dikil, le président de la République a immédiatement ordonné le déploiement d'une réponse d'urgence afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et d'apporter une assistance rapide aux populations sinistrées. En application de ces hautes instructions, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité et le ministre du Commerce se sont rendus sans délai sur le terrain pour conduire cette première mission d'assistance et exprimer la solidarité de la nation envers les familles durement touchées. Dans le cadre de cette mobilisation, plusieurs camions affrétés par le gouvernement sont arrivés à Mouloud avec une première cargaison de secours destinée aux ménages les plus affectés. Cette aide d'urgence comprend des denrées alimentaires, des matelas, des couvertures, des récipients pour le stockage de l'eau potable, ainsi que divers articles de première nécessité indispensables au quotidien des familles sinistrées. Cette première distribution a pour objectif de répondre aux besoins les plus urgents et de garantir aux habitants des conditions minimales de sécurité et de dignité dans cette période particulièrement éprouvante. Cette intervention marque le lancement d'un vaste élan de solidarité nationale en faveur des populations de Mouloud. Les opérations d'assistance se poursuivront dans les prochains jours avec l'acheminement d'aides complémentaires et le renforcement des moyens mobilisés afin de répondre à l'ensemble des besoins recensés sur le terrain et d'accompagner les familles sinistrées jusqu'au rétablissement de conditions de vie normales. Et après l'urgence humanitaire, place au grand projet d'aménagement à Djibouti-Ville, les autorités travaillent déjà à préparer la mobilité de demain avec un nouveau schéma directeur du réseau routier urbain. Un atelier de restitution du plan de transport de la ville de Djibouti s'est tenu aujourd'hui sous la coprésidence du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Cyril Hassan, et de la ministre
de la ville, de l'urbanisme et de l'habitat, Mme Amina Abdi Aden. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre chargée des investissements, des représentants des institutions nationales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des principaux acteurs du secteur des transports. Cette étude stratégique commandée par le gouvernement et financée par la Banque africaine de développement est conduite conjointement par l'Agence djiboutienne des routes et la Direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Son objectif est de doter la capitale d'un réseau routier plus résilient, mieux structuré et adapté aux exigences d'une mobilité urbaine durable, inclusive et mieux organisée. Le plan de transport présenté à cette occasion constitue un véritable outil de planification pour les années à venir, basé sur un diagnostic approfondi des infrastructures routières, de la circulation, des déplacements et des besoins futurs. Il permettra d'améliorer l'organisation de la mobilité, de hiérarchiser les investissements et d'accompagner la croissance urbaine de Djibouti-Ville. Il garantira également une meilleure cohérence entre les projets routiers, les futurs réseaux de transport collectif et les orientations du schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat revient sur l'importance d'une planification urbaine intégrée pour accompagner la croissance de Djibouti-Ville. Nous l'écoutons. Réunis pour examiner les bases du futur schéma du réseau routier intégré de l'agglomération de Djibouti. Le travail qui nous sera présenté est l'aboutissement d'un plan de transport fondé sur un diagnostic approfondi de l'état actuel de nos infrastructures routières, de l'état de la circulation dans la ville, de l'état du transport public, de la mobilité de nos concitoyens, de la sécurité routière, ainsi que des besoins d'entretien de notre réseau urbain. Cet exercice de réflexion nous permettra d'avoir une vision globale des défis à relever et des solutions à mettre en place pour que la mobilité urbaine soit mieux adaptée à nos concitoyens. Mesdames et messieurs, il me faut souligner que les résultats que nous attendons ne peuvent être appréciés isolément. Ils s'inscrivent dans une vision globale de développement urbain. À cet égard, le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti constitue le document stratégique de référence pour accompagner le développement de notre capitale. Il porte l'ambition de moderniser la ville de Djibouti, de renforcer son attractivité économique et d'améliorer durablement le cadre de vie de nos concitoyens, tout en consolidant sa résilience face aux effets du changement climatique. Les orientations déclinées dans ce nouveau SDO intègrent pleinement celles du schéma du réseau routier, aussi bien pour les zones urbaines existantes que pour les futures zones d'extension. De la même manière, le caractère intégré de cette démarche impose une parfaite articulation avec les autres études structurantes actuellement en cours. Je pense notamment au projet de renforcement du réseau de drainage des eaux pluviales de la presqu'île de Djibouti, parce que, comme vous le savez tous, la route sert aussi d'évacuation des eaux pluviales. Et une route qui est bien conçue doit intégrer un réseau de drainage efficace. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Seydou Hassan, a également souligné de son côté la volonté du gouvernement de développer un réseau routier moderne répondant aux nouveaux défis de la mobilité urbaine. Écoutons le ministre. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour l'ouverture de cet atelier de restitution du plan de transport de la ville de Djibouti, élaboré dans le cadre de l'étude du diagnostic de l'infrastructure routière urbaine et de la conception du schéma directeur du réseau routier urbain intégré de notre capitale. Votre présence ici traduit aujourd'hui l'importance que nous accordons collectivement à la mobilité urbaine. Il ne s'agit pas seulement d'une question de route ou de circulation, il s'agit d'un enjeu majeur pour le développement économique, de l'aménagement de notre capitale, l'inclusion sociale, la sécurité routière et l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, la ville de Djibouti connaît une croissance rapide. Ces dynamiques accompagnent le développement du pays,
mais elle exerce également une pression de plus en plus forte sur les infrastructures routières et les services de transport. Le diagnostic réalisé aujourd'hui dans le cadre de cette étude met en évidence des défis importants. Notre réseau routier reste insuffisamment maillé. Les déplacements se concentrent sur quelques axes structurants. Le transport collectif demeure encore largement artisanal. Certains quartiers restent insuffisamment desservis et nos infrastructures sont exposées aux effets des inondations et du changement climatique en général. Ces constats doivent nous conduire à agir avec méthode, avec vision et avec responsabilité. Mesdames et messieurs, l'étude qui nous réunit aujourd'hui marque une étape importante dans la modernisation de la mobilité urbaine à Djibouti. Elle ne se limite pas à présenter un diagnostic, elle propose une vision des scénarios de développement, des priorités d'investissement et une trajectoire pour les prochaines années. Et toujours autour de la qualité de vie et du bien-être, une autre initiative a réuni des femmes autour d'une activité sportive venue d'Inde. À Djibouti, le yoga gagne du terrain auprès du public féminin. Une séance dédiée aux femmes s'est tenue hier soir au Sheraton Hotel. À l'initiative du secrétariat d'État chargé des sports, en partenariat avec l'ambassade de l'Inde à Djibouti et le Sheraton Hotel, l'événement s'est déroulé en présence de la secrétaire d'État chargée des sports, Fatouma Abdallah Ali, et de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays et vise à promouvoir la pratique sportive, le bien-être et un mode de vie sain. Respiration, relaxation et exercice physique étaient au programme de cette séance encadrée par une instructrice spécialisée. Les organisateurs souhaitent encourager davantage les femmes à intégrer une activité physique régulière dans leur quotidien. Et après le sport et le bien-être, nous poursuivons avec l'économie. Djibouti et l'Égypte renforcent leurs échanges et explorent de nouvelles opportunités d'investissement. Réunis au Caire, les membres du Conseil d'affaires égypto-djiboutien ont examiné les moyens de renforcer les partenariats entre les deux pays. La délégation djiboutienne était conduite par l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Baré, aux côtés du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawali, ainsi que de représentants des secteurs publics et privés. Les discussions ont porté sur plusieurs domaines clés, les investissements, le commerce, les infrastructures, les transports et la logistique. Les responsables djiboutiens ont réaffirmé leur volonté d'améliorer le climat des affaires afin d'attirer davantage d'investisseurs égyptiens. À l'issue des échanges, les deux parties ont exprimé leur engagement à consolider leur partenariat stratégique et à concrétiser de nouveaux projets communs. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti revient sur les opportunités offertes par cette coopération économique. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawali, était au Caire pour une rencontre avec le millier d'affaires égyptien. Son message est simple, l'amitié entre les deux pays est solide. Il faut maintenant la traduire en projet économique concret. Il a d'abord rappelé que Djibouti occupe aujourd'hui une position stratégique à l'entrée de la mer Rouge et qu'elle sert de porte d'accès vers le marché de la Corne de l'Afrique avec près de 180 millions d'habitants à porter. Mais il insiste que Djibouti ne veut pas rester un simple point de passage. Le pays souhaite devenir une plateforme régionale en lien direct avec l'Égypte. Les chiffres qu'il a donnés montrent que les échanges ont déjà changé le visage ces derniers mois. Aujourd'hui, près de 78% des produits alimentaires importés à Djibouti viennent d'Égypte. Pour le fruit et les légumes, on est passé de 28 à 75 en seulement 5 mois. Même les matériaux de construction qui arrivaient avant de la Chine et de l'Inde sont désormais achetés sur le marché égyptien. Des problèmes ont été réglés pour faciliter ces échanges. D'abord, le transport maritime. Les marchandises égyptiennes arrivent maintenant directement à Djibouti sans faire escale ailleurs. Ensuite, la question des paiements résolue grâce à l'installation de la banque Misr sur place. Les responsables djiboutiens ont ensuite parlé des secteurs où ils souhaitent voir des coopérations naître, des petites unités industrielles dans la zone franche. Il a salué d'ailleurs l'arrivée des entreprises égyptiennes, les énergies renouvelables, le tourisme, la santé et le médicament. Il a aussi rappelé que des patients djiboutiens sont désormais soignés
nés en Égypte alors qu'ils étaient envoyés en Europe auparavant. Il a terminé en lançant une invitation à son homologue égyptien venir à Djibouti pour voir de ses propres yeux les possibilités qui existent, commencer à construire de partenariats durables entre entreprises, entre investisseurs, entre des secteurs privés. Et de son côté, l'ambassadeur de Djibouti en Égypte évoque les perspectives de cette relation stratégique. إن اجتماع مجلس رجال الأعمال المصري الجيبوتي La tenue aujourd'hui au Caire de la réunion du Conseil d'affaires égypto-djiboutien revêt une profonde importance et traduit une volonté commune des dirigeants des pays d'élever leurs relations de coopération vers des horizons plus vastes, conformément à la vision éclairée de son Excellence Ismaïl Marguilé, président de la République, et de son homologue M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, CER, qui ont posé le fondement d'un partenariat stratégique basé sur la confiance mutuelle et les intérêts communs. Je tiens à adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à la République arabe d'Égypte CER et à ses dirigeants et à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et pour la qualité de l'organisation. J'exprime également ma grande reconnaissance à tous les honorables participants dont la présence aujourd'hui témoigne d'une conviction profonde que la coopération économique constitue la voie la plus efficace pour réaliser le développement et la prospérité de deux peuples frères. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions ici de visites historiques réciproques entre les dirigeants de deux pays qui ont constitué un tournant majeur dans les relations bilatérales et contribuent au renforcement de la coopération dans le domaine économique, commercial et de l'investissement à la hauteur des ambitions de deux pays. Elle traduit également les orientations de nos dirigeants en projets concrets et en partenariat opérationnel générateur d'intérêts mutuels. Nous réaffirmons l'engagement total de la République de Djibouti à poursuivre ses efforts pour créer un environnement favorable à l'investissement, lever les obstacles auxquels pourraient être confrontés les investisseurs et les hommes d'affaires égyptiens et leur offrir toutes les facilités nécessaires afin de renforcer les opportunités d'investissement et d'encourager la mise en place de partenariats économiques fructueux au bénéfice des deux pays frères. Nous inspirons également à la signature de nouveaux mémorandums d'entente dans les différents domaines économiques, commercial et touristique, ainsi qu'à l'activation des mémorandums déjà signés et à leur transformation en accords exécutifs effectifs afin de traduire la volonté politique des dirigeants des deux pays en réalisation concrète. Et après l'économie, changement d'atmosphère, direction maintenant le nord du Djibouti, dans les hauteurs du Daï, un espace naturel qui attire de plus en plus de visiteurs à la recherche de fraîcheur pendant la saison estivale. Un reportage de la rédaction. Situé dans la région de Tadjoura, le village du Daï, penché à environ 1700 mètres d'altitude, demeure l'un des lieux les plus fréquentés par la population djiboutienne pendant la saison estivale. Avec des températures variant entre 20 et 30 degrés en été, le haut plateau du Daï offre un climat doux et agréable contrastant fortement avec la chaleur et l'humidité qui frappent la capitale Djibouti-Ville. Son air pur et son environnement naturel exceptionnel font du Daï une destination idéale pour les vacanciers en quête de fraîcheur et de tranquillité. Les familles y trouvent un véritable havre de paix, loin de l'agitation urbaine. Comme beaucoup d'autres familles, Hasna Hassan a choisi de s'installer au Daï pour échapper à la chaleur étouffante de Djibouti-Ville. Elle souligne également que les loyers restent accessibles, ce qui facilite le séjour prolongé des vacanciers. Djibouti كميته بلبلة حلا دا والله معي باروي شوية bienvenue كي ودبحيني يلا كا auparavant نهاركا des fois جبوتي رعسوني تبيك رعسوني أويا نعم داينا بلي فرخسوني نبلي والله معي باروي دبحيني كل الليل
Kadu akaisna mawana. Soyez bienvenus. Daï est aussi un lieu de divertissement et d'épanouissement pendant les vacances d'été. Daï devient un lieu animé où la jeunesse s'épanouit, les activités se multiplient et l'ambiance conviviale attire de plus en plus de visiteurs chaque année. Les familles apprécient particulièrement le climat frais, les promenades en forêt, les moments de détente en pleine nature, ainsi que l'accueil chaleureux des habitants. Halima, une vacancière venue en famille également, invite les Djiboutiens à découvrir cette richesse nationale. دايا اللي خدبحاني ميتي وحيصير معي بارو دبحني جيبوتي نعناك نوبودي معي كادوكو معي بارو غيري مركر حمي ولا ها جيبوتي دايا جا يتوبيك ديك حكي مالي دبحني دارتا كادوك يتوبيك دي تو 3 mois معي كي هرحي سنا مكرحمي تو سيني لدي تنبارو يتوبي transport كل ميك مانغور ديري au lieu de partir là-bas 3 mois qui t'amaten d'Udana. L'activité économique est très dynamique en été, car avec l'arrivée massive des vacanciers, cela stimule fortement le commerce local. Les boutiques, épiceries et petits commerces connaissent une activité accrue durant cette période. Aléo, jeune boutiquier du village, affirme. Notre commerce est très différent pendant l'été. Avec la présence des vacanciers, nous vendons davantage. Nous ramenons nos marchandises de Djibouti et parfois de la ville de Tadjoura. Grâce à l'électricité, les visiteurs trouvent ici tout ce dont ils ont besoin. L'été représente ainsi une période essentielle pour l'économie nationale, a indiqué le jeune commerçant Aléo. Un centre touristique attractif. Le village dispose également d'un centre touristique encadré par des guides professionnels. Les visiteurs peuvent découvrir la forêt millénaire et profiter d'excursions organisées. Le gérant du site nous explique. De nombreux vacanciers visitent notre site, surtout les week-ends en famille. Nous recevons aussi des touristes étrangers. Nos guides professionnels accompagnent les visiteurs à la découverte du parc de la forêt millénaire. Les vacanciers apprécient énormément cet endroit. Le haut plateau du Daï reste une destination incontournable durant l'été en République de Djibouti. Grâce à son climat doux, ses paysages magnifiques et son atmosphère paisible, le village accueille chaque année de nombreux visiteurs venus échapper à la chaleur de la capitale. Daï n'est pas seulement un lieu de vacances, c'est un trésor national naturel qui mérite d'être découvert et valorisé. Et nous poursuivons ce journal avec une triste nouvelle. La région d'Ali Sébié est en deuil après la disparition de Nour Saïd Geldon, vice-président du conseil régional. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès soudain survenu hier à Djigdjiga, dans la région Soumali d'Éthiopie, de feu Nour Saïd Geldon, vice-président du conseil régional d'Ali Sébié. Né le 30 août 1967 à Ali Sébié, le défunt était une personnalité connue et respectée pour son engagement au service de sa communauté. Durant plusieurs années, il a œuvré aux côtés des populations de la région d'Ali Sébié avec dévouement et responsabilité dans ses fonctions de vice-président du conseil régional. Sa dépouille a été rapatriée puis inhumée ce matin dans sa ville natale d'Ali Sébié en présence de sa famille, de ses proches et de nombreuses personnalités locales. À la suite de cette disparition, les autorités administratives et les représentants locaux ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble des habitants d'Ali Sébié. Ils ont prié Allah, le Tout-Puissant, de lui accorder sa miséricorde et d'apporter patience et courage à ses proches. Inna lillah. Et nous poursuivons avec l'actualité régionale, direction le Kenya, où le gouvernement accélère la réforme de son système éducatif. Le pays lance le recrutement de plus de 100 000 enseignants, présenté comme la plus vaste campagne de ce type depuis l'indépendance. L'objectif est de renforcer les effectifs dans les établissements scolaires, d'améliorer la qualité de l'enseignement et d'accompagner la croissance continue de la population scolaire.
Restons sur le continent africain. À Addis Abeba, l'Union africaine poursuit ses réformes institutionnelles en faveur d'une administration plus inclusive. L'organisation entend renforcer la représentation des femmes aux postes de responsabilité et promouvoir une plus grande égalité au sein de son administration. Elle réaffirme également sa politique de tolérance zéro contre les discriminations, le harcèlement et toutes les formes de violence au milieu professionnel. Cap à présent sur l'Afrique australe, au Zimbabwe, la première usine de transformation du lithium est désormais opérationnelle, implantée à Goromonzi, près de Harare. Cette infrastructure réalisée par une entreprise chinoise pour un investissement de 400 millions de dollars marque une nouvelle étape dans la stratégie industrielle du pays. Et nous quittons maintenant le continent africain en direction du Proche-Orient où la situation demeure particulièrement tendue. L'armée israélienne a mené de nouvelles opérations dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie occupée sur fond de préoccupations sécuritaires et de controverses liées à la colonisation. Une évolution suivie de près par la communauté internationale. Et enfin, direction l'Asie du Sud, au Pakistan, les pluies de mousson ont fait plus d'une centaine de morts. Les autorités craignent une aggravation de la situation, de nouvelles précipitations étant attendues dans plusieurs régions du pays. Les équipes de secours restent mobilisées face au risque d'inondation et de glissement de terrain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous.